Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Saint-Joseph, dans le Missouri, est une ville du Midwest au riche passé. Il y a entre 75 et 80 000 habitants. C'est là où Jesse James a été tué et où le Pony Express a démarré. C'est un bon compromis parce que c'est une petite ville et on n'est qu'à 30 minutes de Kansas City. Au cœur de Saint-Joseph se trouve Betty Street, une impasse où vivent des gens paisibles. Pour Bob et Pauline Hayes, Betty Street est un petit coin de paradis qu'ils habitent depuis presque 50 ans. Il ne fait pas trop frais pour toi, chérie? Non, ça va bien. Je vais nous préparer du thé. Je respecte qu'il ait voulu conserver une rue agréable à vivre. Son jardin et sa maison étaient bien entretenus, et les maisons aux alentours également. Bob est professeur d'université semi-retraité et Pauline est femme au foyer. Sa femme Pauline et lui ont élevé 2 garçons. Ils les ont éduqués de façon traditionnelle. C'était une famille avec des valeurs qui dataient des années 50. Le couple s'est profondément investi dans son quartier, autant sentimentalement que financièrement. Bob Hayes était le propriétaire de plusieurs maisons dans Betty Street. Bonjour Terry, ça va bien? Bonjour Bob, très bien, et vous? Super, merci. Oh, je vous donnerai mon loyer ce soir. C'est parfait, à ce soir. Génial, merci. Betty Street aurait pu s'appeler l'impasse de Bob Hayes. Réglé comme une horloge. Je sais l'heure qu'il est quand vous sonnez le premier du mois. La régularité est une vertu parmi bien d'autres. Une minute, s'il vous plaît. L'intérêt de Bob pour l'immobilier est une question de qualité de vie autant que de revenus. Il savait que la valeur de l'immobilier reste élevée si celle de l'ensemble du quartier est élevée. Et il ne voulait rien de moins que ce qu'il apportait déjà au quartier. Voilà, monsieur. Merci bien. Au plaisir. Au revoir. Mais les nouveaux arrivants dans la rue sont sur le point de changer dramatiquement le statu quo. C'est là. Tony Kuhn, sa fiancée Georgetta Henley et leurs 3 enfants louent une maison juste en haut de la rue où habitent Bob et Pauline. Tiens, ta valise. Merci. Et la tienne? Vas-y, prends-la, allez-y. Tony était mon neveu, c'était un gentil gamin. Il aimait écouter sa musique, c'était son truc, il adorait ça. Il avait une petite moustache et il portait toujours sa casquette à l'envers en disant qu'il était cool. C'était Tony, il était comme ça. Georgetta était la reine de Tony, il la choyait comme une reine, comme une femme doit être choyée. Bienvenue dans votre nouvelle demeure, future Madame Kuhn. Merci, Monsieur Kuhn. Ils étaient amoureux, ils devaient bientôt se marier et vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Hey, bonjour. Bonjour. Vous habitez dans le coin? Oui, juste là, au bout de la rue. Nous sommes Bob et Pauline Hayes. Super. Tony, voici ma fiancée Georgetta. Et ici, c'est Amanda. Et puis Sarah, et le plus jeune, c'est Mike. Tony, Georgetta et ses filles qu'elle avait eues d'un premier mariage et le fils de Tony ont tous emménagé dans cette maison. Bienvenue dans Betty Street. C'est un quartier très agréable. Vous devez être occupé. On va vous laisser. Pas de souci. À plus tard. Allez les mômes. Personne ne devrait juger au premier regard. Mais les Hayes se méfient immédiatement de leurs nouveaux voisins. Bob Hayes avait une certaine idée de l'image à laquelle son quartier devait ressembler et Tony Kuhn ne correspondait pas. Bob était de la haute. Il fréquentait des avocats, des médecins, des gens avec une belle situation. Tony et Georgetta n'avaient rien à voir avec ce monde-là. Quand ces 2 univers se confrontent, la violence frappe le quartier.
C'est un voisinage tranquille, mais avec cette famille dans notre rue... Comment osez-vous? Espèce de pauvre plouc! Tony et sa famille ont vite fait de trouver leur marque dans leur nouvelle maison. Tony travaillait à temps partiel et sa compagne était infirmière. Comme elle gagnait plus d'argent que lui, parfois il restait à la maison pour s'occuper des enfants. C'était un bon père pour les enfants. Il aimait être père. Daddy, we're bored. Ah ouais? Alors le loup. Je t'ai eu. T'attrape. Bien qu'il puisse être papa poule, ce n'est pas comme ça qu'il apparaît aux yeux de Bob et de Pauline. Il n'aimait pas le bruit, ni qu'il y ait des personnes qui jouent dans la rue. C'était comme si la rue était à lui, pas juste sa maison et son jardin. Mais le mépris de Bob n'est pas juste dû au dérangement sonore. Cela fait des années qu'il essaie d'acheter la maison que Tony loue. Bob s'entendait très bien avec les personnes qui habitaient là, et il pensait qu'il pourrait acheter leur maison. Donc Tony était déjà étiqueté avant même d'emménager. Bob voulait posséder toute la rue et louer à qui lui plaisait. Puisque la famille est là pour rester, Bob décide de donner à Tony une leçon sur la manière de vivre dans Betty Street. Dès la première semaine, Bob Hayes lui a crié dessus. Faut qu'on parle. Il faut baisser votre musique, si on peut appeler ça de la musique. Pour moi, c'est de la musique. Tony passait beaucoup de temps à travailler sur sa voiture et il mettait la musique à fond. Je pense que Bob devait trouver ça très offensant et ça a pu déclencher les hostilités. Et vos enfants sont un peu indisciplinés. Vous pourriez, s'il vous plaît, les surveiller davantage? Et ce jardin, regardez ça. Il faudrait ramasser tout ce qui traîne pour que ça soit propre. Nous voulons un quartier bien tenu. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et s'y coller. Il ne s'occupait pas vraiment du jardin. Il laissait les poubelles s'accumuler devant la maison et les enfants courir partout. La maison n'était pas très bien entretenue. Ça ne concernait en rien le jardin de Bob, mais ça l'embêtait de voir ça quand il passait devant. Tony montre à Bob ce qu'il pense de son règlement. Bob était toujours sur son dos, mais Tony n'était pas du genre à accepter ses remarques. Il n'allait pas se laisser intimider par lui. Merci d'être passé, Bob. Si cette partie-ci est terminée, la bataille, elle, ne fait que commencer. Dès le début, Bob a détesté Tony. Et à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils étaient comme chien et chat. Je pense que Bob voyait probablement Tony comme un jeune locataire qui n'en avait rien à faire du quartier. Et il le considérait comme un pauvre type. Oh, Bob, qu'est-ce qu'il y a? Ce voisin. Mais tout ce bazar, c'est pire chaque jour. Il faut que j'arrête ça tout de suite. Les poubelles s'amoncelaient dehors, ce qui est une violation des directives municipales. Allô, la mairie? Il faudrait envoyer quelqu'un. Alors, Bob Hayes a fait venir un contrôleur chez Tony. Merci. Le temps qu'un inspecteur municipal arrive, les poubelles ont disparu et aucune loi n'est enfreinte. Tony sait très bien qui a envoyé le service. Tony avait parfaitement le droit de faire ce qu'il voulait dans son propre jardin et dans sa maison. Tony n'est peut-être pas traité correctement par ses nouveaux voisins, mais il n'essaie pas vraiment de s'en faire des amis non plus. Tony voulait toujours faire comme bon lui semblait. Et jamais il n'a montré le désir de vouloir changer pour se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre. Son SUV est en grande partie le problème. C'est sa mère qui lui avait donné cette voiture, c'était son bébé, il en était très fier. Même quand il n'y avait pas de problème dessus, il ouvrait le capot pour vérifier qu'il n'y avait pas quelque chose à changer. Souvent, quand il était allongé sous la voiture, il laissait ses jambes dépasser sur la chaussée.
Attention! Vous faites quoi là? Vous auriez pu me tuer. Tony caressait toujours Bob dans le mauvais sens du poil. Il ne manquait jamais grand-chose pour que ça explose. Dès que Tony s'occupait de sa voiture devant chez lui, Bob se plaignait. Il a voulu le voir quitter le quartier à la minute où il a emménagé. C'est quoi votre problème? Vous avez les jambes qui dépassent sur la chaussée. C'est très dangereux. On aurait pu vous rouler dessus. Si une voiture tournait dans Betty Street et que ses jambes dépassaient dessous la voiture, elle pouvait facilement lui rouler dessus et ce serait devenu un invalide. C'est pas dangereux si vous regardez où vous allez. On n'aime pas ce genre de négligence dans ma rue. Ah ouais? Eh bien, c'est ma rue aussi, grand-père. Tony n'aimait pas l'autorité, et tout particulièrement l'autorité qui provenait de Bob Hayes. Il lui a dit plus ou moins d'aller se faire voir. Allez, Bob, on s'en va. Ouais, Bob. Vas-y. Beaucoup de gens se conformaient aux exigences de Bob Hayes, mais pas Tony. Georgetta était un peu plus réfléchie que Tony. Sois prudent. C'est quoi le problème? C'est le vieux grincheux qui recommence. T'inquiète pas, ça va. Ouais, sauf que je m'inquiète quand même. Allez, on rentre. Georgetta disait à Tony de se calmer et de laisser tomber. Elle n'aimait pas ce qui se passait. Elle disait à Tony de ne pas rester dehors si souvent. Lorsque Tony Coon apprend que Bob est un ancien policier, le fossé entre les deux hommes se creuse. Bob, c'est un homme dur. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale et il a rejoint les forces de police. Il a gravi les échelons pour devenir le chef de la police. Et je crois qu'une fois qu'il a obtenu ce titre, il s'est toujours considéré comme le chef de la police. Il avait la réputation de diriger son service d'une main de fer. Il voulait que les choses se déroulent comme lui le souhaitait. Tony Coon n'acceptait pas ça. Ça ne le gênait pas d'agacer Bob Hayes autant qu'il le pouvait en faisant délibérément des choses qui l'énervaient encore plus. C'est une question de respect. Il faut en montrer pour en recevoir. Bob n'a jamais respecté Tony, donc Tony non plus. Rapidement, d'autres voisins commencent à s'impliquer et à prendre parti. Tony n'arrêtait pas de remuer le couteau dans la plaie, si l'on peut dire. Il touchait les points sensibles. Quand on fait ça, ça peut atteindre un tel niveau qu'une personne comme Bob en arrive à exploser de rage. Vous avez tellement bien joué. Vous méritez des barres chocolatées. Qui en veut? Hein? J'entends rien. Quoi? J'entends rien? Non, j'entends rien. J'entends rien. Hein? Si quelqu'un faisait quelque chose que Bob n'aimait pas, il le lui disait. J'entends rien. Hé! J'entends rien. Vous devez baisser cette musique. Emmène ton frère et ta sœur dans la maison. Tony Coon s'en fichait. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Baissez cette fichue musique. J'entends toujours rien. Il n'a pas tort, Tony. C'est vraiment trop fort. Nettoyez votre jardin et surveillez bien vos gamins. C'est un vrai bazar, Tony. Merci, Dan. Les poubelles s'empilaient dehors et son rapport aux autres était compliqué non seulement avec Bob Hayes, mais aussi avec d'autres voisins. Du coup, il était comme une sorte d'intrus dans le voisinage. Les poubelles, les gosses intenables, la musique à fond.
Que va devenir notre quartier avec ces animaux? Tu ne pourrais pas appeler tes anciens collègues? Oui, mais c'est pas un délit d'être un abruti. Bob n'est pas le seul à perdre patience devant les frasques de Tony. Pauline ne supportait pas de voir ce genre de comportement dans leur rue. L'expérience d'une mère vaut toujours plus, comme celle d'un père d'ailleurs. C'est maintenant à Pauline de dire à Tony ce qu'elle pense de tout cela. Nous savons que Pauline s'est arrêtée et qu'elle a exprimé ses inquiétudes. Jeune homme! Excusez-moi, mais je vous parle. Vous faites quoi, là? J'écoutais. Écoutez, mais c'est tout le quartier qui écoute. Et avec vos jambes qui dépassent. Je vous ai déjà dit que c'était dangereux. Et je vais vous dire la même chose qu'à votre mari. Occupez-vous de vos oignons, vieille pique. Il ne faut pas oublier que Pauline et Bob ont grandi dans les années 40 et 50. On ne doit pas manquer de respect à une mère de famille. Oh, faut pas partir en colère comme ça. J'ai un cadeau pour vous. Il s'est saisi l'entrejambe, un geste très irrespectueux pour Bob qui a dû le prendre comme un affront personnel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai monstre. Ce Tony, il était dans la rue encore une fois. Il m'a hurlé dessus. Et il m'a fait un geste obscène. Il s'agit de sa femme, la personne avec qui il est marié depuis des années, la mère de ses 2 fils. Il doit protéger sa femme. Cette fois-ci, Bob prévoit davantage que de simples mots pour affronter Tony. Robert Hayes disait lui-même qu'il était un ancien agent de police et qu'il portait systématiquement un pistolet sur lui. C'était pratique courante. Hé! Je devrais vous défoncer le crâne. Comment osez-vous parler à ma femme de cette façon? Tony était insolent comme tous les jeunes à cet âge-là. Bob ne savait pas se taire. Tony répliquait dès que Bob commençait à l'insulter. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Je suis policier. Ça, c'était avant, Bob. Mais cette arme, c'est pas un badge. J'enfreins aucune règle. Et tu peux rien contre ça. Tu ne peux pas me mener à la baguette. Je ferai comme j'ai envie de faire. C'est le jeune loup qui défie le vieux loup. Il n'a pas lâché l'affaire quand Tony Coon lui a fait comprendre qu'il ne suivrait pas ses ordres et il a continué de le défier en essayant peut-être de l'intimider. Écoute, et écoute-moi bien. Tu fermes ta bouche et tu ne t'approches plus de ma femme. Et si toi et ta femme, vous me fichez la paix? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez que j'appelle la police, Bob? Vous deux, partez de chez moi. Hé, ça suffit, assez. Vous n'êtes pas dans une cour d'école ici. Tony, rentre. Rentre à la maison, Tony. Allez. T'es content, Bob? Ouais. De nombreuses fois, Georgetta aurait bien voulu appeler la police. Mais à quoi bon quand on sait qui aurait fait l'objet de leur plainte? Chaque nouvel incident qui se produisait ne faisait qu'aggraver la relation entre les 2 hommes. Tôt ou tard, une bagarre devait éclater. Avant que Bob ne tente autre chose, Tony décide de surenchérir. Il y avait beaucoup d'animosité de part et d'autre. Tout le monde savait qu'un jour quelque chose arriverait. Tony décide de faire enrager Bob. Alors, il s'avance volontairement dans son jardin et il fait des dérapages avec sa voiture. Il ne veut pas encore en venir aux mains, mais il veut sans aucun doute énerver. Qu'est-ce que tu dis de ça, Bobby? Mais encore une fois, il pouvait prétendre qu'il essayait juste de faire demi-tour, que c'était boueux et que son pied avait glissé sur la pédale. On ne pouvait pas l'arrêter pour ça. On peut s'en prendre à beaucoup de choses.
Mais pas la pelouse d'un homme, surtout si cet homme s'appelle Bob Ace. Tony avait vu Bob s'occuper de sa pelouse. Donc, pour Bob, ceci est un affront qui le vise directement. Bonjour, c'est Bob Ace, l'ancien chef de police. J'aimerais signaler qu'un de mes voisins a saccagé ma pelouse avec son véhicule. Étant donné qu'il avait été chef de police, il s'attendait à ce que les policiers arrivent et se rangent de son côté. Non, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Il se trouve que Bob n'a pas autant d'influence qu'il le pense. Il faut que vous m'envoyiez vos agents pour qu'ils fassent quelque chose. La situation est loin de s'arranger, je peux vous le dire. D'ailleurs, c'est de plus en plus grave. Et ce qu'il entend en réponse, c'est que les policiers sont prêts à faire leur travail, mais suivant les règles. Ils doivent avoir des preuves. Ils ne peuvent pas agir juste parce qu'il leur dit de le faire. Une fois encore, Bob ne parvient pas à faire arrêter Tony. Mais ce revers ne fait que renforcer sa détermination. Il fait appel à une entreprise pour apporter des blocs de pierre, d'énormes blocs, et les disposer le long de la bordure de son jardin. Si une voiture percute un de ces blocs de pierre, elle sera bien endommagée, mais les blocs, eux, seront toujours là. Tony n'a pas lâché l'affaire, et Bob, pas vraiment non plus. Que va-t-il se passer ensuite? À quoi peut-on s'attendre? Bob n'a pas l'intention d'attendre la prochaine attaque. Il prépare un plan pour obtenir des preuves concrètes sur son voisin. On peut savoir ce que tu fabriques? Bob s'est arrangé pour utiliser le garage d'une des maisons qu'il loue, et à partir duquel il peut observer à loisir la maison de Tony. Tu es chez moi maintenant? Ta maison? T'es locataire. Je suis chez moi. Si jamais tu mets un pied ici, je vais te coffrer pour violation de propriété. Il surveillait tout ce qu'il faisait. Il a tout essayé pour que Tony quitte le quartier. Il faisait ça juste pour créer des ennuis. Il essayait de trouver des raisons pour l'envoyer en prison. Tony? Tony? Viens. La nature agressive de Tony et la nature agressive de Bob ont rapidement mené à une situation de surenchère. C'était tel que peu importait ce que faisait l'un ou l'autre, une explosion devait arriver. Bien que Tony batte en retraite, peu de temps s'écoule avant qu'il ne revienne à la charge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça suffit. Il fouinait à l'arrière de la maison de Tony. Tu vas pas dans mon jardin et tu t'approches pas de ma famille. T'as entendu, espèce de vieux schnock? Il est sorti pour lui dire ce qu'il pensait, qu'il ne devait pas approcher ces vieilles fesses de la maison et qu'il arrête de les écouter. Je m'occupe de mes affaires sur les terrains que je possède. Je vais te mettre un pain dans ta sale tronche. Mais vas-y, frappe, espèce de sale petit plouc. Tony, arrête. C'est exactement ce qu'il cherche, fais pas ça. Georgetta est arrivée et a dit à Tony de rentrer à la maison parce que ni Bob ni Tony ne savaient quand s'arrêter. Vous savez, pour un vieil homme, il faudrait mûrir un peu. Les deux voisins prennent sur eux. Mais Tony saute sur la prochaine occasion pour contrarier Bob. Tony Coon a pompé de l'eau qui stagnait dans son sous-sol après une forte averse et l'a déversée dans la rue, provoquant de la boue sur la chaussée. Jimmy, le fils de Bob, rend visite à ses parents. Ah,
J'ai oublié mes clés. J'arrive. Pas de souci. Et il est garé là où Tony le souhaite. Tony prend le volant de sa voiture et il envoie de la boue sur la voiture du fils de Bob. Désolé, mon pied a glissé. C'est quoi ça? Ce crétin a envoyé de la boue sur ma voiture en tournant. Je vais aller lui faire une tête au carré, tu vas voir. C'est toi qu'on arrêterait. Allez, viens. Bob devait certainement se sentir désarmé face à cette situation, parce que Tony parvenait toujours à faire monter le conflit d'un cran. Bob attend le moment où Tony dépassera les limites. En attendant, il garde un œil sur son ennemi. Tony se trouvait dans le jardin devant sa maison. Il était en train de nettoyer des outils, je crois. Belle soirée, voisin? Bob était devant son garage. Il nettoyait son arme de telle manière que Tony pouvait le voir. J'imagine que la pauvre devait sûrement avoir peur de se faire tuer un jour. Il a préféré ne pas appeler la police pour cet incident. Il a peut-être pensé qu'il pourrait s'en charger lui-même. Je t'assure, j'ai vraiment envie de le buter. Arrête de jouer au plus fort avec lui, chérie. Tu sais pas de quoi il est capable. J'ai pas peur de lui. Tu devrais. Le défi semblait constamment relancé. Tout portait à croire que ça allait continuer jusqu'au conflit suivant. Tony ferait n'importe quoi pour protéger sa famille. Alors, la prochaine fois que Bob l'agressera, il veut être sûr d'être prêt pour se défendre. L'animosité entre les deux hommes conduisait systématiquement au conflit dès qu'ils se retrouvaient dehors en même temps. J'ai pensé que ça te réchaufferait. Oh, merci. Hé Bob, t'as soif? Tony Coon a attrapé un verre d'eau et a traversé la rue pour aller là où se trouvait Bob Hayes. Je te jure que je vais t'envoyer en tôle. Si t'avais pu, j'y serais déjà. Connard. Allez les enfants, on rentre. Allez, c'est parti. Tony lui aurait bien cassé la figure. Ça le démangeait. Tu devrais être en cage, pauvre taré. Tu veux te battre, le vieux? Tony Coon a sorti une batte et il aurait dit « Tu veux y goûter ?» Je vais t'éclater la cervelle, petit con. T'as intérêt à pas te rater. Monsieur Hayes a menacé Tony Coon qui a répondu « Tu ferais mieux de me tuer ». C'était le sale gosse du coin contre le tyran du quartier. Aucun des deux ne savait vraiment quand s'arrêter. Ça ne faisait que s'aggraver de jour en jour. Allez, vas-y. J'en meurs d'envie. Ouais? Oui. Prouve-le.
Non, ne fais pas ça. Tony Tony La compagne de Tony est sortie et lui a dit « Tony, rentre à la maison tout de suite, arrête ça !» Arrêtez tous les deux, arrêtez. Viens. Bob, reprends-toi. Ils n'en valent pas la peine, ni lui ni elle. Rentre, vas-y, rentre maintenant, je rigole pas. Vous êtes pire que des enfants. Rentre. La question n'est plus de savoir si ses voisins auront recours à la violence, mais de savoir quand ça arrivera. Les gens avaient peur que quelqu'un finisse par être blessé dans le quartier. Ils ne savaient pas qui ça allait être, mais ils savaient que ça arriverait. Je crois que le pouvoir donnait des ailes à Bob. Il voulait être traité comme le chef de la police jusqu'à sa mort. La rage croissante de Bob se répercute dans toute la rue. Bob? J'ai l'air de faire du bénévolat? Je suis désolée, mais la poste n'est pas encore passée. C'était le 1er du mois, et ils attendaient que le facteur leur apporte leur chèque de salaire pour qu'ils puissent payer leur loyer. Je m'en fiche de vos excuses. Je veux mon argent maintenant. Cette situation ne lui plaisait pas, parce que le chèque du loyer arrivait en retard, donc il devait les menacer avec un pistolet. Vous m'avez bien compris? Oui, maintenant. Hé! Sortez de là et retournez dans votre sale jardin. Cependant, les tactiques d'intimidation de Bob échouent face à son plus grand ennemi, Tony Coon. Il ne semble pas que Tony ait été particulièrement inquiet face aux menaces de Bob. Il ne les prenait pas au sérieux, étant donné qu'il a continué à envenimer la situation. Les tensions sont si fortes que même un cadenas cassé sur la porte du hangar est considéré comme un délit majeur par les Ace. Bob pensait que c'était Tony qui avait cassé le cadenas. Avant, le quartier était très agréable, mais avec cette famille dans la rue, ils sont terribles. C'est de la vermine. S'il le faut, je m'en débarrasserai. J'ai plein d'ennuis avec ce satané voisin. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais devoir tuer ce petit con. Je sais comment régler les problèmes avec ce genre de racaille et je le ferai. Le policier en charge avait beaucoup d'expérience. Il aurait examiné la déclaration d'avantage si elle lui avait semblé valide. Il a pensé que Bob déchargeait sa colère. Ils habitent juste là-bas et tous les jours, ils nous cassent les pieds. C'est vraiment terrible ce qu'ils font. Il faut s'occuper de ça immédiatement. Chacun des deux hommes est au paroxysme de sa colère. La prochaine fois qu'ils s'affronteront, ce sera la plus sanglante et la pire de leurs confrontations. Je savais qu'ils se disputaient beaucoup, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Sinon, j'aurais essayé d'intervenir. Comme quasiment tous les jours, Tony est heureux de s'occuper de sa voiture. Tony Tony Il était dehors en train de changer ses freins et il écoutait sa musique. Sa compagne lui a dit que c'était peut-être un peu trop fort. C'est suffisant pour déclencher une crise chez Bob. Bob, de façon délibérée, a roulé juste à côté des pieds de Tony parce qu'il dépassait sur la rue. Espèce de crétin! Tony n'attend qu'une chose, se battre. Tony est sorti rapidement de sous la voiture parce que ça lui avait fait peur. Il a cru que le vieux Bob allait lui rouler dessus. Dégage tes outils de la rue et baisse cet horrible truc que tu appelles musique. Va te faire foutre avant que je t'en colle une! Tony réagit immédiatement à ce qui vient de se passer. Il menace alors Bob. Oh, tu peux y aller. Allez, vas-y. Ah ouais? Je sais que tu me détestes, moi et ma famille, depuis notre arrivée. Parce que t'es une espèce de pauvre plouc. Sors de ta voiture! Non! Descends! Ils ont commencé à se disputer. Georgetta a entendu un bruit. Elle a cru que c'était un pneu qui avait éclaté, donc elle est sortie en courant.
C'est pas vrai. Après des mois de conflits croissants, la bataille de Betty Street fait maintenant une victime. Tony! On a eu un appel comme quoi il y avait eu une fusillade. Je travaillais à la police judiciaire. Je suis intervenue. Quand je suis arrivée, Tony Koon avait reçu une balle dans le cou et il se plaignait qu'il ne pouvait plus bouger ni sentir ses jambes. Il m'a tiré dessus. Je sens plus mes jambes. Alors que l'enquêtrice Jill Voltmer inspecte la situation, Bob raconte sa version des faits à un autre policier. Comme je disais, inspecteur, je roulais tranquillement dans la rue quand quelque chose a heurté ma voiture. Il a entendu un bruit sourd, comme si quelque chose avait percuté son véhicule, et il a dû s'arrêter. Une fois arrêté, Tony Koon s'en est pris à lui. Va te faire foutre avant que je t'en colle une. Oh, tu peux y aller, allez, vas-y. Ah ouais? Tony Koon a commencé à le frapper avec un marteau alors qu'il était assis au volant de sa voiture. Bob affirme avoir pris son arme pour se défendre. Bob tire. Et la balle atteint Tony à la gorge. Juste sous le menton, au-dessus de la pomme d'Adam. Bob, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. C'est pas vrai? Il allait me tuer. Alors j'ai pris mon pistolet, j'ai été obligé. Il était face à un individu qui l'attaquait avec un outil dangereux, une arme. Il avait le droit d'utiliser une arme en retour. Pendant ce temps, l'enquêtrice Voltmer relève la version de Georgetta. Madame, calmez-vous et racontez-moi tout. Je ne sais plus, j'ai entendu un bruit sourd, alors je suis sortie parce que je pensais que c'était un pneu qui avait éclaté. Mais ensuite, je l'ai vu sur le sol avec plein de sang sur le cou et je ne savais pas ce qui se passait. Elle regardait la télé chez elle. Elle a entendu un bruit, elle a regardé dehors, elle est sortie et elle a vu Tony allongé par terre. Tony! Tony! Elle a vu Tony au sol avec du sang sur lui. Vous avez fait quoi? C'est pas vrai! Elle est revenue chez elle pour appeler les secours. Mon voisin a tiré sur mon mari. Non, 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 il est vivant, il respire. Et elle est ressortie. Mais quand Georgetta termine sa déclaration, l'affaire prend une étrange tournure. Au moment où je lui parlais, une deuxième ambulance est arrivée et Georgetta a dit « Attendez, c'est pour qui cette deuxième ambulance ?» Je lui ai dit « Je crois que c'est pour l'autre victime. » L'enquêtrice explique que Bob Ace a aussi été blessé dans l'altercation. Georgetta rejette totalement ce fait. Non, je peux pas croire ça. J'ai vu son visage, il n'avait rien. Il n'y avait pas du tout de sang sur son visage. Il ment, c'est sûr, il ment. Il n'avait pas de sang à la tête. Ça vient d'où? Il n'était pas blessé quand je suis sortie. J'ai compris alors que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples qu'elles semblaient. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? La vérité est quelque part au milieu. Tony! Tony! Oh, Tony! Tony! Oh non! Vous avez fait quoi? Georgetta soutient que lorsqu'elle a entendu le tir et qu'elle est sortie en courant, Bob n'avait pas de blessure ni de sang au visage. Alors il a appelé une ambulance. Mon voisin a tiré sur mon mari. Non, 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 il est vivant, il respire. Vite! Elle est ressortie. Bob Ace avait alors du sang à la tête. Entre le moment où elle est sortie et le moment où elle a appelé les secours, le sang sur Bob est apparu. Tony! 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 Oh non, non, pas ça! Tony! Tony! Les deux hommes sont transportés à l'hôpital, mais il reste une déclaration nécessaire aux enquêteurs. Je suis allée à l'hôpital et j'ai pris la déposition de Tony. Il était désespéré. Il savait qu'il était paralysé et qu'il allait mourir.
Entre la vie et la mort, Tony partage alors sa version des faits. Espèce de crétin! Il m'a dit que Bob Hayes avait pratiquement roulé sur ses jambes et qu'il s'était mis à se disputer. Toi et ta famille de pauvres ploucs, vous allez dégager de la rue maintenant! Il s'est relevé et il a giflé Bob Hayes au visage. Bob a sorti un pistolet de la portière et il lui a tiré dessus. Il a fait sa déclaration et puis il a été mis sous sédatif. Ensuite, il n'était plus en mesure de parler. Après une semaine en soins intensifs, le jeune homme âgé de 26 ans succombe à ses blessures et Bob Hayes est conduit en détention. Il a été jugé pour meurtre, mais les jurés pouvaient considérer que c'était un homicide involontaire s'ils ne le reconnaissaient pas coupable de meurtre. Au procès, Bob continue de plaider la légitime défense. Mais les analyses scientifiques apportent une autre version sur l'origine de ses blessures. Tony, oh non! Oh non, pas ça, Tony! Vous avez fait quoi? On a fait appel à un expert qui a dit que Tony n'avait pas pu frapper Bob. Bob n'a pas voulu admettre son erreur, alors il a essayé de justifier ce qu'il avait fait et c'est ça qui l'a fait plonger. Bob Hayes s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Il est descendu de voiture, a pris le marteau de Tony pour se frapper la tête avec et faire croire que c'était de la légitime défense. Il est vivant, il respire. Tony? Tony? Oh non, pas ça, Tony! Georgetta affirme dans son témoignage que Bob n'était pas blessé avant qu'elle appelle les secours, ce qui discrédite d'autant plus la version de Bob. Après avoir pris en compte toutes les preuves, le jury rejette sa requête de légitime défense. Il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Tony s'était montré très agressif envers Bob. Je pense que le juge a considéré qu'il était très raisonnable de croire que c'était en grande partie la faute de Tony. Bob Hayes est condamné à 6 ans de prison, 4 ans pour homicide involontaire et 2 ans pour acte criminel avec arme. Encore aujourd'hui, tout le monde ne pense pas que justice a été rendue. À mon avis, Bob a toujours essayé de tyranniser et d'intimider les gens autour de lui. Mais il n'a jamais réussi avec Tony. Quand Tony l'a giflé dans la voiture, il est devenu vert de rage. Il a complètement perdu le sens des réalités. Il ne sait plus contrôler. Après 2 ans de prison, il apprend que sa femme Pauline est gravement malade. Ils l'ont relâché pour qu'il puisse être à l'hôpital avec sa femme. Il est resté hors de prison jusqu'à ce qu'elle décède. Et je pense qu'il n'est jamais retourné derrière les barreaux. Finalement, Bob n'aura été emprisonné que 24 mois sur ses 6 ans de peine. Il décède en 2010. Pour la famille de Tony, la condamnation de Bob ne peut soulager leur douleur. Georgetta m'a dit « Steve, je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Il n'y a pas d'autre Tony dans ce monde. On a tous des mauvais côtés, mais ce gars-là avait un cœur en or. Il adorait ses gosses et sa femme. Et tout ce qu'il voulait, c'était être heureux. »